Donc voilà, donc oui, nous reprenons ce cycle de rencontres amorcé au mois de mai dernier autour d'un objectif commun qui était d'apporter des éclairages sur certains aspects essentiels du fonctionnement de l'institution scolaire, sur son organisation administrative et sur la mise en place des actions partenariales qui l'animent au quotidien. Le principe est toujours le même, hein, ce soir. Sur une thématique de départ, nous allons donner la parole à plusieurs acteurs de terrain, à la focale plus ou moins large. Et l'objectif est d'écouter, d'apprendre, de se projeter, bref, de se rencontrer en moins d'une heure, sans objectif d'exhaustivité, juste pour se donner envie de partager des informations et se forger cette culture commune des acteurs de l'école que nous ambitionnons. Alors, après avoir travaillé sur l'histoire administrative, sur la place de l'innovation dans l'école, sur la question des partenariats culturels, ce soir, nous abordons la vaste notion d'avenir avec plusieurs invités. Angélique, je te laisse nous les présenter. Merci. Effectivement, on a le plaisir ce soir de pouvoir accueillir trois intervenants, trois témoins. Tout d'abord, alors dans l'ordre d'apparition, Pierre Louis, qui est responsable territorial pour l'ONICEP à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci d'être Bonsoir. là. Ensuite, nous accueillerons Virginie Salmen, qui est co-directrice de l'association Viens voir mon taf, qui agit particulièrement sur notre territoire, mais plus largement à l'échelle nationale. Merci Bonsoir. beaucoup de nous faire le plaisir de votre présence. Et puis, Michèle Olagnon, vous êtes enseignante en BTS et à l'IEP de Lyon. Et de la même manière, on est absolument ravis de pouvoir bénéficier de votre partage d'expérience. Donc, bienvenue à tous les trois. On va commencer par un petit temps d'introduction sur la notion d'orientation. C'est un sujet qu'on a tous connu pour nos propres parcours scolaires il y a peut-être quelques années. Et puis, dans un monde qui change vite, et notamment celui du travail, on voit apparaître des études qui évoquent notamment des chiffres assez impressionnants de transformation, disparition, émergence de nouveaux métiers. Voilà, là, je vous laisse la parole, Pierre-Louis, pour vous présenter, peut-être dire un mot de votre parcours et puis nous éclairer sur ce dont on parle quand on parle d'orientation en 2021. Merci Angélique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc deux mots pour que vous compreniez de quel point de vue je me place finalement ce soir. Donc mes fonctions, en fait, je travaille à l'ONICEP depuis 3 ans et donc j'assume les fonctions de directeur territorial au niveau du périmètre de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, donc je manage une équipe qui est répartie sur 3 sites à Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand. 2 mots sur mon parcours. Donc moi, je suis ingénieur agroalimentaire à la base, reconverti, parce que la relation formation-emploi des ingénieurs agro, elle est extrêmement large en fait. Et donc j'ai travaillé 10 ans dans l'enseignement agricole. J'avais des BTS en formation initiale, formation continue. J'ai fait de la coopération internationale aussi au sein de l'enseignement agricole. On a vécu au Cambodge, il y a des traces de déco encore chez nous. Et puis ensuite, j'ai travaillé 20 ans pour le conseil régional Rhône-Alpes, puis Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'ai été dans ce cadre-là détaché dans une structure qui s'appelait le pôle Rhône-Alpes de l'orientation. Aujourd'hui, ça s'appelle Via Compétences, c'est un carré Foref. Et j'étais responsable pendant près de 10 ans d'un observatoire régional de l'emploi et de la formation. Donc, autant vous dire que tous ces sujets m'intéressent beaucoup, les parcours professionnels, les parcours de formation, d'insertion et d'évolution dans l'emploi. Voilà, c'est fascinant. Et donc, depuis 3 ans, j'ai rejoint l'ONICEP à un moment tout à fait particulier, parce que ce n'est pas l'objet ce soir, mais il y a une loi qui impacte l'orientation très fortement, la loi de 2018, liberté de choisir son avenir professionnel, donc une loi très ambitieuse qui a chamboulé beaucoup de choses, qui a instauré des heures dédiées à l'orientation dans les emplois du temps des élèves de collège et de lycée. Et puis, ça a eu un impact sur la structure elle-même de l'établissement administratif qu'est l'ONICEP, puisqu'une partie des compétences historiques, disons, de l'ONICEP, une partie de ces compétences a été transférée aux régions.
Et donc, moi, le fait que j'ai une expérience du conseil régional pendant 20 ans et puis j'avais envie de travailler à l'ONICEP, je me suis retrouvé un peu ambassadeur entre ces deux structures pour gérer le transfert de compétences. Voilà. Au-delà de ce transfert de compétences, l'ONICEP a toujours pignon sur rue, hein, heureusement, et c'est toujours un opérateur d'État, donc sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec cette question de finalement comment l'école accompagne l'orientation des jeunes. En fait, voilà, c'est un sujet qui est extrêmement important. Vous évoquiez, Angélique, l'évolution du système économique avec des métiers émergents, des nouveaux métiers ou même, par exemple, l'impact du numérique qui touche, en fait, qui vient impacter l'ensemble des métiers et l'ensemble des conditions, finalement, d'exercice d'un métier au quotidien. Alors, dans ce contexte-là, en sachant que, voilà, il existe aujourd'hui qu'un petit pourcentage des métiers qui seront là d'ici quelques années, finalement, comment l'institution scolaire peut accompagner des jeunes et des familles à s'orienter. Et aujourd'hui, on ne parle plus ou moins d'orientation scolaire, mais on parle de cette notion d'orientation tout au long de la vie, parce qu'au fond, il est question de compétences à s'orienter, des compétences à savoir devenir. Et c'est intéressant de voir comment, finalement, l'institution scolaire contribue à outiller les élèves et avec des compétences qu'ils pourront utiliser tout au long de leur vie. Donc, sans aller trop loin, moi, j'aurais 2 ou 3 choses à rajouter. D'abord, un constat qui est quand même terrible, d'un déterminisme social quand même accru. Voilà, beaucoup d'études montrent qu'il y a des plafonds de verre, il y a des difficultés, il y a des risques de décrochage scolaire, etc., qui sont quand même une réalité. Et donc, derrière ce déterminisme social, il y a la question des représentations des métiers, des représentations des formations, et comment, finalement, l'institution scolaire, elle peut essayer, à travers un service public de l'orientation de qualité, comment elle peut essayer d'outiller ces jeunes, ces familles, et notamment les jeunes et les familles que la vie n'a pas épargné. Et deuxième point, et je pense qu'on en discutera, deuxième point, c'est on va avoir tout à l'heure un témoignage de l'enseignement supérieur. Moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans l'enseignement supérieur pour animer des modules sur la préparation à l'insertion professionnelle des étudiants. Et j'étais très étonné, d'une logique. Un étudiant, il est ancré dans sa formation. Sa problématique, c'est qu'est-ce que je vais faire au lycée. Après le lycée, qu'est-ce que je vais faire dans l'enseignement supérieur. C'est une logique de formation beaucoup moins qu'une logique de préparation à l'insertion professionnelle. On repousse tout le temps la question fatidique de comment je vais rentrer sur le marché du travail, pour faire quoi, comment je vais évoluer ensuite. Et ça me manque de stratégie, tout ça. Voilà, donc moi, ça m'intéresse beaucoup d'entendre ce que fait l'IEP à ce propos. Et puis, pour terminer, on en discutera ensuite, moi, j'insiste sur le fait qu'à l'ONICEP, en tout cas, on travaille d'arrache-pied sur des notions de compétences à s'orienter. Qu'est-ce qui fait qu'on peut développer des compétences à s'orienter et comment utiliser, mobiliser ces compétences à différents moments, que ce soit en tant que jeune adulte, jeunes salariés en évolution professionnelle, volontaire ou subie. Donc, c'est des sujets qui sont cruciaux pour donner à chacun la capacité à rester quand même maître de son parcours, et bien utiliser son libre arbitre. Merci beaucoup pour cette introduction et qui soulève déjà plein de points, j'imagine, et d'échos. On aura, comme vous le dites, tout à fait le temps d'y revenir. Peut-être maintenant, Virginie, vous pourriez nous partager, au-delà de votre activité, peut-être de votre parcours aussi à vous, le détail de ce que fait votre association et les actions qu'elle développe en observant peut-être les besoins auxquels elle essaye d'apporter une réponse.
Bien sûr. Alors moi, je suis journaliste de formation, journaliste radio. On est 2 journalistes et une professeure d'anglais à avoir fondé Vraiment Taf parce qu'on, voilà, sur le constat que les élèves de troisième connaissaient très peu de métiers, avaient très peu d'idées de ce qu'ils allaient faire plus tard, à un moment charnière, à la troisième, où ils doivent absolument prendre une décision et choisir disons, une première orientation. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne avec les collèges dont on est partenaire, on les accompagne lors d'ateliers dans les collèges de la fin de la quatrième à la fin de la troisième. C'est-à-dire qu'on les prépare à ce stage de troisième, qui est le premier et une assez rare finalement rencontre avec le monde de l'entreprise. Et on les prépare en leur parlant bien sûr des codes de l'entreprise, de la façon tout simplement de manière très prosaïque de s'habiller, de se comporter dans une entreprise versus au collège, la façon d'écrire un CV en troisième, c'est pas évident, une lettre de motivation en troisième, donc de valoriser son expérience, ce qu'on sait faire. Par exemple, dans les collèges dans lesquels on intervient, on fait prendre conscience aux élèves qu'ils parlent beaucoup plus de langues que la plupart des Français et que c'est une richesse, que c'est une chose qu'on peut mettre en avant et qui est valorisée dans le monde du travail plus tard. Donc, on fait toute cette préparation avec les collèges dans lesquels on est partenaire en particulier. Alors, on est présent en Île-de-France et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, on intervient dans 6 collèges de cité éducative sur les 8 qui sont présents dans la région, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, dans ces collèges, l'idée, c'est aussi ensuite, bien sûr, c'est un peu le nerf de la guerre pour nous, c'est de leur proposer à ces élèves des stages de troisième de qualité qui sont dignes voilà, de leurs ambitions, de leurs rêves, essayer de leur trouver des choses qui peuvent à la fois les motiver, les intéresser, essayer de revoir ensuite à la hausse leur motivation et leur ambition scolaire. D'après les questionnaires de fin de stage qu'on leur soumet, ils sont 82% des élèves à dire qu'après le stage et l'accompagnement avec Viens voir mon taf, ils ont revu leur ambition scolaire et professionnelle. Donc, si on peut parler d'ambition professionnelle à ce stage-là, mais en tout cas, une esquisse à la hausse, 82%. Et donc, l'essentiel de notre activité, de notre action, si je puis dire, c'est de leur trouver un stage de qualité via une plateforme qu'on a mise en place il y a maintenant 6 ans, donc on existe depuis 2015. Et on les accompagne, bien sûr, on les accompagne aussi dans les collèges pour essayer de faire émerger. L'idée, ce n'est pas juste de trouver un stage, hein, c'est vraiment de faire émerger un souhait d'orientation le plus choisi possible. C'est-à-dire que l'idée, c'est de commencer à leur montrer des métiers. Alors, avec la difficulté, effectivement, qu'énonçait à l'instant Pierre-Louis, c'est de trouver de se confronter aux métiers qui leur seront proposés dans 30 ans ou 40 ans. Ça, ce n'est pas évident. En tout cas, un premier métier, une première voie professionnelle par rapport à ce qui les intéresse profondément, ce qui les motive dans la vie. Donc, nous, on essaie vraiment de faire émerger ce premier souhait d'orientation. Et ensuite, donc, on a tout un réseau de professionnels bienveillants parce qu'on veille à chaque offre qui est publiée sur notre plateforme. On la suit, on la corrige s'il le faut et on veille à qui poste ces offres. Et donc, ces élèves sont accueillis 5 jours dans une entreprise ou bien par un indépendant. Ça peut très bien être un artisan qui travaille seul dans son atelier. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment de leur proposer une variété de stages, de faire émerger un projet d'orientation. Il y a des élèves qui ne trouvent pas, ça arrive, ce qu'ils souhaitent sur notre site. Donc dans ce cas-là, on a une petite cellule de chasse aux stages et on essaie de leur trouver quand il y a un souhait qui émerge en atelier et qu'on n'a pas encore, on essaie de leur trouver un stage un peu sur mesure. Voilà ce qu'on essaie de leur faire faire. Et ensuite, donc, au-delà des collèges qu'on accompagne de très près, on va aussi proposer des conférences métiers aux élèves d'autres collèges pour essayer de toucher à un plus large public en les faisant venir, alors soit dans nos locaux en Île-de-France, à Paris. Pour Lyon, on les fait suivre les conférences en visio. Et en fait, on fait intervenir des professionnels qui racontent ce que c'est que leur métier très concrètement en quelques minutes. C'est sur 1 heure, donc c'est à peu près un quart d'heure chacun.
Et donc, les élèves peuvent interagir, leur poser des questions. On a encore un autre type de découverte de métier. En fait, ce qui est important pour nous, c'est quand même qu'ils essaient de se figurer, d'avoir conscience, de s'ouvrir à une palette de métiers la plus large possible, avec les compétences qui sont requises pour chaque métier, pour chaque secteur, pour qu'ils puissent faire un choix éclairé. Et donc, on leur propose aussi, avec des lunettes de réalité virtuelle, des petites capsules vidéo pour leur montrer d'une manière assez large un autre éventail de métiers. Donc, il y a plusieurs façons de faire. On a une petite nouveauté cette année parce que post-crise sanitaire, pour nous, c'est un gros enjeu de remobiliser les professionnels. C'est très important aussi pour nous de proposer aux élèves des rencontres en vrai. On sait bien que c'est très, très important pour eux de rencontrer au maximum, de faire des ateliers en présentiel. Et donc, on organise dans 3 semaines maintenant à Lyon un stage dating. Ce sera à l'Institut Lumière, très concrètement. Et donc, l'idée, c'est que des élèves viennent rencontrer des professionnels auprès de qui pourront d'abord évidemment découvrir leur métier et poser toutes leurs questions. Et ensuite, postuler, c'est-à-dire dire ce métier-là, vraiment, ça me plaît, c'est ça que j'ai envie de faire. Et postuler presque en direct aux métiers, aux offres de stage proposées. Et donc, il y en aura aussi un autre à Paris pour les élèves d'Île-de-France le 12 janvier. Je ne vous entends pas, je crois. C'est normal, j'ai coupé mon micro. D'accord. Petite question sur ce point pour les personnes qui nous écoutent maintenant ou qui nous retrouveront plus tard. C'est un événement, c'est un temps qui est ouvert, qui est accompagné par des enseignants, ou est-ce que les élèves, les collégiens peuvent se présenter spontanément ? Alors, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc là, pour l'instant, on expérimente et on a choisi des classes d'un collège qu'on accompagne et les classes, donc c'est le collège Alice Guy. Ils viennent à Lyon en tout cas et ils viennent avec leurs professeurs sur un temps scolaire. Ouais. Ils viennent avec leurs professeurs principaux et donc ils sont accompagnés. À Paris, c'est aussi des classes qu'on accompagne et puis aussi des élèves qui sont accompagnés par des associations, des relais locaux. Donc il y a deux types de groupes d'élèves et ils viennent aussi, pour l'instant, on les a fléchés. On verra l'année prochaine avec cette première expérience comment on fait, si on continue à faire ça. Est-ce que vous pouvez nous partager en quelques mots finalement ce que vos actions produisent a posteriori donc on entend les résultats pour les élèves et je dirais qu'on a peut-être plus de facilité à se le représenter, mais du côté des enseignants ou du côté des professionnels en entreprise, finalement cette expérience, cet accompagnement, il produit quoi? Qu'est-ce que ça fait émerger? Alors, pour les professionnels, c'est vrai que ce n'est pas évident au départ de se dire je vais accueillir 5 jours un élève en stage de 3e. Bon, qu'est-ce que ça va apporter? Généralement, alors d'abord, il y a un chiffre que je peux vous donner de la même manière que pour le côté élève. 97% des professionnels qui s'inscrivent et qui reçoivent un élève reconduisent leur offre l'année suivante. Donc, ça veut dire que globalement, ils sont satisfaits de ce qu'ils ont vécu. Et généralement, ce qu'ils nous disent, ce qui nous remonte, parce qu'on leur demande beaucoup de témoigner, évidemment, de nous dire quelle a été leur expérience. Et en général, ce qu'ils disent, c'est que c'est très gratifiant et intéressant de transmettre son expérience, de raconter son métier à un élève de 3e. Ils n'ont pas forcément l'habitude de voir des jeunes comme ça et de transmettre à des élèves aussi jeunes, donc c'est assez riche. Et puis, c'est une sorte c'est aussi très chouette pour l'équipe entière, même pas forcément le tuteur ou la tutrice, d'accueillir un élève et puis de faire une rencontre, de lui poser des questions, de voir ce que c'est finalement qu'un ado de 14-15 ans. C'est une rencontre, enfin, c'est pas souvent qu'on voit un jeune dans les travées de bureau, donc ça, c'est aussi une rencontre souvent assez chouette. Et puis, alors par exemple, moi, j'ai accueilli aussi beaucoup de stagiaires et j'avais une amie journaliste politique, pour vous donner un exemple, qui allait quasiment, je pense, tous les jours ou presque à l'Assemblée. Et elle était un peu blasée, ça faisait des années qu'elle faisait ça. Et l'élève avec qui elle était, qu'elle a pris en stage, le premier jour, quand elle l'a emmenée à l'Assemblée, était tellement émerveillée, tellement ébahie qu'elle s'est dit, mais en fait, je ne me rends pas compte de ce qu'est mon quotidien, c'est pas possible. Enfin, il y a aussi une petite forme de remobilisation, de remotivation aussi. Enfin, c'est vrai pour l'élève, c'est sûrement vrai aussi pour les professionnels. C'est vrai que c'est chouette de se rendre compte, d'avoir un regard d'ado, de jeunes qui souvent
et vient d'un quartier très différent, d'un milieu souvent aussi différent, puisque nous, on travaille avec des élèves exclusivement de REP et de REP+. Et donc, c'est vraiment un nouveau regard sur son poste, sur son travail, c'est assez intéressant. Par exemple, je me souviens aussi qu'on avait envoyé des élèves dans une start-up un peu type Airbnb de luxe. Et les élèves nous disaient, mais en fait, c'est bizarre parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils travaillent. Ils boivent des cafés et puis ils rigolent et on n'a pas l'impression qu'ils travaillent. Donc, c'est assez chouette de voir ces représentations du travail aussi qui évoluent parce qu'ils ne s'imaginaient pas du tout que c'était comme ça le travail. C'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça, c'est vrai. C'est intéressant. Merci en tout cas Virginie. On aura un temps de questions-réponses avec les participants ce soir pour revenir sur certains points si c'était souhaité. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de ce témoignage. Merci à vous. Mathieu, alors nous, à présent, voilà, on va pouvoir continuer de parler de cette orientation. Et comme le disait Pierre-Louis en introduction, l'orientation, c'est tout au long de la vie. Ce n'est pas seulement dans le cadre de l'école, du second degré. Et d'ailleurs, certains de nos étudiants, après avoir passé le tir de barrage de Parcoursup, peuvent le vivre assez mal de devoir à nouveau se confronter à cet enjeu d'orientation ou de professionnalisation. Alors, c'est ce que tu vas nous raconter, Michel, à présent, avec l'expérience de l'IEP de Lyon et la création d'un parcours de professionnalisation adapté à ce public étudiant. Donc, tu es accompagnatrice de projet auprès de la CARDI dans l'académie, enseignante d'éco-gestion, on l'a dit, et chargée de cours à l'IEP de Lyon. Et tu participes à cette expérimentation, à la construction de ce dispositif depuis 4 ans. Est-ce que tu peux commencer par nous rappeler un petit peu le contexte dans lequel est née cette initiative ? Alors, le contexte dans lequel est né ce projet à Sciences Po Lyon, ça dure 5 ans. Et c'est des jeunes qui sont, on va dire, intellectuellement très bien motivés, mais qui connaissent mal le monde du travail. Et pour certains d'entre eux, qui avaient du mal à trouver leur place ou un métier qui leur correspond. Donc, ça se traduisait comment à Sciences Po Lyon ? Ça se traduisait par des élèves qui arrivaient en 5e année, qui sont globalement de milieux très favorisés, ça joue aussi, donc qui n'ont pas besoin de travailler pendant l'été, donc qui ne connaissent pas le monde du travail. Et en 5e année, ils avaient un stage long de plusieurs mois qui, normalement, devait mener à une embauche, puisqu'ils étaient diplômés en fin de 5e année. Comme c'était leur première découverte de ce monde du travail, pour certains étudiants, ça a été la fin du miroir aux alouettes. C'est-à-dire que les grands mots qu'ils avaient dans la tête, je veux faire des relations internationales, je veux travailler dans l'humanitaire, ils se sont confrontés vraiment à la réalité du terrain et en disant, c'est pas du tout ça ce que je veux faire. Donc, ils revenaient à Sciences Po Lyon alors qu'ils étaient diplômés en disant, je voudrais faire un 2e master parce qu'en fait, c'est pas du tout ça que je veux faire, je me suis complètement trompée. Donc, Sciences Po Lyon a eu l'intelligence de prendre ça, comment dire, de dire, c'est en quelque sorte un peu un échec pour nous, il faut qu'on les accompagne dans la construction de leur projet professionnel. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait M. Pierre-Louis, hein, c'est que ça manquait de stratégie, tout ça, exactement. Et donc, Sciences Po a commencé à mettre en place des petites choses, on va dire. Il y a 6-7 ans, ça a été des interventions de professionnels qui venaient présenter leur métier. Bon, il y avait un petit peu d'affluence, mais pas tant que ça. Ensuite, ils ont décidé d'augmenter un peu la voilure en faisant ce qu'ils ont appelé un forum métier. Donc, ils demandaient à plusieurs dizaines d'anciens diplômés de Sciences Po de venir parler de leur job. Et donc, c'était un samedi et les étudiants avaient accès à tous ces professionnels. Ça n'a pas du tout fonctionné. Les étudiants ne sont pas venus. Donc, l'année d'après, ils ont décidé de rendre la présence obligatoire, mais ce n'était pas forcément très bien vécu. Donc, là-dessus, il y a eu une réflexion et on a dit il faut qu'on aide ces étudiants à construire leur projet professionnel. Et on a monté un programme depuis qui les accompagne de la première à la 4e année. En 5e année, on estime qu'ils ont défini leur projet professionnel et que là, ils peuvent voler leurs propres ailes. Donc, ce programme, en fait, c'est un cours qui s'appelle une conférence de méthode, c'est l'équivalent d'un TD. C'est un cours qui est obligatoire, que les étudiants doivent valider à la fin de leur licence de l'année 3. Et s'ils ne le valident pas, ils ne peuvent pas aller en 4e année.
ce programme, il est sur une méthode assez simple, mais qui fonctionne, et qui les oblige à faire un stage. Donc, comment ça marche? Donc, moi, par exemple, j'ai un groupe d'étudiants, de 25 étudiants en première année, un autre en deuxième année, un autre en troisième année, que je suis tout au long de leurs études. Et donc, dans ce cours, ils doivent faire, premièrement, dire quel est le secteur d'activité qui les intéresse le plus. Donc, la première année, c'est très ronflant. Hein. Je veux faire de la diplomatie, je veux faire de la politique. Et on leur dit très bien, vous faites une recherche documentaire là-dedans et vous identifiez quelques métiers qu'un diplômé de Sciences Po peut exercer dans cette activité. Vous faites un rapport là-dessus. Alors là, ils sont hyper bons, ils savent très, très bien faire un rapport sur une recherche documentaire. Et ensuite, ça se complique, on leur dit, vous allez faire 1 ou 2 interviews de professionnels qui exercent ce métier. Et on leur demande d'aller les rencontrer. Donc là, ça décoiffe un petit peu. Il faut prendre son téléphone, il faut trouver un professionnel qui veut bien vous recevoir. En fait, les gens sont ravis de parler de leur métier, donc ce n'est pas si difficile que ça. Mais pour un jeune, c'est compliqué. Et déjà, les questions, on les prépare avec eux, sont très sur le quotidien. Qu'est-ce que c'est une semaine type pour vous? Qu'est-ce que vous aimez beaucoup faire? Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire? Combien gagnez-vous? Quelles sont vos perspectives de carrière? Et on leur demande, si possible, ils doivent en rencontrer au moins un, mais on leur demande, si possible, d'en voir 2, un junior et un senior. Le senior ayant une vision un peu plus globale, et le junior, ils peuvent se projeter avec eux. Une fois qu'ils ont fait ces interviews, soit ça a validé, soit ça a confirmé leur envie de voir comment ça se passe, on leur demande de faire un stage de 6 semaines dans le service où ce métier existe. Ce n'est pas forcément le service de la personne qu'ils ont interviewée, mais c'est, en tout cas, ça peut l'être, c'est possible. Et ils font 6 semaines de stage, et c'est un stage d'exécution, ce n'est pas un stage d'observation. On demande qu'il y ait une convention de stage qui est faite avec Sciences Po, ils ont des missions à effectuer, et ensuite ils doivent faire un rapport de stage qui est très clairement sur voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai aimé, et qu'est-ce que ça change pour mon projet professionnel, ou à l'inverse, qu'est-ce que ça confirme pour mon projet professionnel. Certains ont des idées très précises qui vont être tout de suite confirmées dès le premier stage en disant j'ai toujours rêvé de travailler dans le social, je suis allée faire un stage à la sécurité sociale, ça m'a passionné, c'est absolument ça que je veux faire, et c'est très facile. Pour beaucoup, ils vont procéder par élimination. Oui, alors ça c'était bien, mais finalement j'aimerais bien aller voir dans la culture ce qui se passe aussi, je vais essayer. Et donc en année 2, ils refont la même chose. En année 3, ils refont la même chose. Quand ils arrivent en 4e année, ils ont la possibilité soit de partir à l'étranger, soit de faire une année mixte, moitié étranger, moitié en stage. Donc là, pour ceux qui font ça, moi j'ai un jeune qui arrive en 3e année, là, qui en est à sa 11e semaine de stage. Ça veut dire que ce jeune, toutes ses vacances, il les a passées à aller découvrir des nouveaux métiers. Il se sert de tous les outils qui sont possibles. Donc là, ce programme, on sait que ça fonctionne à peu près, mais on ne peut pas encore l'évaluer parce qu'on en est dans la 5e année. Donc en fait, arrivent aujourd'hui en 5e année des jeunes qui ont suivi tout ce parcours depuis la première année. Et là, on pourra voir si on n'a pas ce pourcentage de problèmes d'orientation qui voulaient revenir à la fac pour refaire autre chose. Et néanmoins, vous avez quand même déjà... À Sciences Po, parce qu'ils continuent à monter en puissance sur le dispositif. Et là, par exemple, la 5e année, ils ont mis en place pour 2 étudiants, c'est la première fois, une 5e année en alternance. Donc, ils sont très, très ouverts sur la possibilité pour les étudiants de faire des va-et-vient ou de préparer, en tout cas, leur arrivée dans le monde du travail le plus en douceur possible. Ce que je voudrais rajouter, c'est que, certes, l'orientation, ça se construit, mais ce n'est pas toujours facile. En première année, les étudiants de Sciences Po, quand on leur dit « Bon, alors, vous venez d'être accueillis là, mais c'était des bacheliers juste l'année d'avant. Ils en ont bavé pour s'inscrire sur Parcoursup. En général, s'ils sont arrivés à Sciences Po, c'est qu'ils sont
très curieux de tout, mais ils n'ont pas forcément une idée très précise de ce qu'ils veulent faire. Et quand on leur dit rebelote, maintenant, vous allez essayer d'identifier des métiers que vous voulez exercer, interviewer des gens pour le faire, ils sont là, ah mais non, déjà toute l'année dernière, les professeurs et nos parents nous ont demandé de faire ça, et là on recommence en première année. Après, je dirais qu'au-delà de la première année, surtout s'ils ont fait leur stage dès le premier été, ils ont compris que c'était pour eux que c'était mis en place ça, pour qu'ils puissent construire leur parcours pour une vie professionnelle épanouie ensuite. Donc, en termes d'évaluation sur le ressenti des élèves et ce que vous pouvez observer avec cette première promotion dispositif, le ressenti est plutôt positif. On ressent, oui, je pense qu'on le ressent de manière positive, mais j'observe que pour des premières années, c'est quand même une violence qu'on leur fait en leur disant projetez-vous tout de suite dans le monde du travail. Ils ont envie, et je les comprends, ils ont envie d'apprendre plein de choses, de rencontrer plein de choses. La vie, c'est aussi fait de rencontres. Mais ce programme, ce TD de professionnalisation, ça les aide à rencontrer du monde sur lequel ils peuvent s'appuyer pour la suite. Merci Michel pour ce témoignage dans lequel on entend beaucoup de choses. Alors c'est un projet très circonstancié qui repose aussi sur les moyens de l'IEP de Lyon, sur son réseau d'alumni aussi, de contacts, évidemment ses capacités à mobiliser des professionnels. Mais ce qu'on entend aussi, c'est toutes ces représentations des champs de métiers qui n'ont pas ou peu été construites en amont. Ce sont ces compétences à s'orienter dont vous nous parliez, Pierre-Louis, en introduction, qui n'ont peut-être pas été acquises. Alors, on a des étudiants qui sont très bien outillés pour toutes les compétences scolaires par ailleurs, qui sont des étudiants très affûtés scolairement, mais par contre, qui se retrouvent en mal de ces compétences d'orientation. Alors, si je me retourne maintenant vers vous, Pierre-Louis, si vous voulez bien, en réaction aux deux interventions que nous venons d'entendre, et peut-être d'abord, du coup, pour enchaîner sur l'intervention de Michel, que faudrait-il faire concrètement pour travailler l'acquisition de ces compétences à s'orienter alors, dès la fin du collège et peut-être également au lycée, puisque désormais il y a des heures d'orientation depuis cette loi de 2018. Est-ce que vous avez, vous, déjà des pistes, des remarques à nous partager ? Peut-être je peux en profiter pour rappeler les missions de l'ONICEP. Donc, l'ONICEP, c'est l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Cette structure a fêté ses 50 ans récemment, elle bénéficie d'un capital social auprès des Français. Tout le monde a eu dans son cartable le guide, voilà, que faire après le bac, etc. Et si vous voulez, l'ONICEP est un éditeur public et avec la loi de 2018 et une nouvelle répartition des compétences, en fait, cette structure, elle s'est recentrée sur deux missions phares. Première mission, c'est informer, c'est-à-dire proposer un certain nombre de données fiables, rigoureuses, actualisées, vérifiées sur les métiers, sur les formations, sur les qualifications. Et donc ça, c'est un premier pan de travail de l'Office autour de la structuration d'une énorme base de données sur l'offre de formation. Donc on repère dans chaque établissement, c'est un travail de bénédictin. Moi, j'ai des documentalistes là-dessus et on forme un réseau national et si vous voulez, on alimente une énorme base de données sur l'offre de formation. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, et c'est quand même le socle de tout, c'est-à-dire qu'il faut être en capacité de pouvoir donner une information précise, vérifiée, fiable. Prenez par exemple les intitulés des formations. Vous avez des intitulés qui sont définis par décret. Donc ça, c'est un intitulé réglementaire. Et les établissements de formation ont le droit d'avoir des intitulés, si vous voulez, commerciaux. Mais comment se repérer en fait? Donc, à l'ONICEP, l'éthique, c'est on prend les intitulés réglementaires. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, deuxième mission phare, et on vient à la question que vous souleviez, Mathieu, une mission extrêmement importante d'accompagnement pédagogique à l'orientation. Donc là, dans cette mission réaffirmée pour l'ONICEP, on s'adresse aux équipes pédagogiques, c'est-à-dire aux professeurs principaux,
aux professeurs documentalistes, mais aussi aux psychologues de l'éducation nationale qui travaillent dans des centres d'information et d'orientation. Et on propose des ressources pédagogiques. C'est-à-dire que sur la base des informations fiables qu'on a dans nos bases de données, on construit des séquences pédagogiques que les enseignants peuvent s'approprier, modifier, faire à leur idée. Hein, parce que bon, moi, j'ai enseigné pendant 10 ans, je sais très bien, l'enseignant, il se définit, il se forme sa propre ressource à partir d'un ensemble de documents. Et donc, c'était important de proposer des ressources qui soient modifiables, appropriables par les enseignants. On s'adresse aussi aux jeunes et aux familles, puisqu'il y a un certain nombre de ressources en autonomie, des quiz, des vidéos, des choses que les jeunes et leurs parents peuvent consulter en ligne sur le site onicep.fr. On a développé aussi, parce que l'ONICEP a pris son virage numérique, on a développé des ressources en ligne, des applications, par exemple, il y en a une qui s'appelle Horizon 21, qui a beaucoup de succès, qui est consultable sur smartphone complètement gratuitement, où là, les élèves et leurs parents peuvent faire des simulations, par exemple, de choix d'enseignement de spécialité. Parce que là, vous savez, la réforme du lycée a complètement chamboulé le bac. Donc, il n'y a plus les filières L, S, ES. Et donc, pour les parents, c'était un tsunami, quoi. Et notamment pour les parents qui avaient le sentiment de maîtriser le système éducatif. Donc, branle-bas de combat. Et donc là, on propose à toutes les familles de pouvoir faire des simulations et de voir en fonction des choix d'enseignement de spécialité quelles sont les perspectives de poursuite d'études post-bac. Voilà, alors moi je souhaitais réagir par rapport aux deux interventions complètement passionnantes, hein, vraiment. Donc par rapport à ce qu'évoquait Virginie sur l'accompagnement pour choisir son stage de troisième. Parce que c'est vrai, vous avez raison Virginie, c'est la première fois que des jeunes vont être confrontés aux conditions réelles d'exercice d'un métier dans une structure employeur. Et donc là, l'ONICEP a développé un certain nombre de ressources au gré de la crise sanitaire. C'est-à-dire comme l'an passé, il n'y avait pas la possibilité, ou c'était extrêmement réduit, d'aller faire un vrai stage en présentiel dans une entreprise, on a développé des alternatives au stage de troisième. Ça s'appelait Un stage pas comme les autres. Et en fait, il y avait des ressources vidéo qui présentaient une entreprise, qui interviewaient des salariés, et ensuite, une classe se connectait avec son enseignant et pouvait en chat poser des questions en direct aux salariés de l'entreprise en question. Donc ça a été un succès, mais vraiment alors qu'on testait, quoi. C'était des prototypes, ça a été un succès au point que cette opération est pérennisée. Et maintenant, c'est un dispositif pérenne à l'ONICEP qui s'appelle les métiers en direct. Et donc, si vous tapez les métiers en direct ONICEP sur Internet, vous trouverez un ensemble de ressources et possibilité d'aller visiter des usines comme Toyota à Valenciennes. Nous, on va filmer en décembre à 2 pas de l'Institut Lumière, justement, à l'hôtel, je ne vais pas citer la marque pour pas faire de publicité, mais un hôtel réputé juste à côté de l'Institut Lumière qui nous ouvre ses portes et on va aller filmer, on va interviewer le directeur, 5 salariés, ils vont nous expliquer leur parcours. Et au-delà de cette vidéo, ensuite, il y aura une séquence en direct où les classes pourront s'inscrire à l'avance et discuter par chat avec des enseignants. Donc ça, c'était première chose. Deuxième chose… Il y a un point, excusez-moi, je me permets juste, un point aussi très important et qui était dans l'intervention de Virginie, qui est l'incarnation de ces métiers à travers des parcours, des portraits. On a bien entendu l'impact que peuvent avoir certaines rencontres avec les personnes, justement pour transformer cette représentation métier. Vous travaillez, je crois aussi, beaucoup à incarner ces métiers à travers des parcours, des figures. Exactement. Donc, on a plusieurs collections en fait, de dossiers. Il y a la collection qu'on appelle les Zoom métiers qui sont produites en partenariat et en partenariat financier d'ailleurs avec des branches professionnelles. Là, par exemple, on a un Zoom qui vient de sortir récemment sur les métiers de l'hôtellerie-restauration. Et donc, dans ce Zoom métier, il y a des interviews de vraies personnes. Enfin, voilà, hein, c'est un dossier avec des vrais salariés qui expliquent leur vrai parcours. Et à partir de ces témoignages, on schématise des possibilités de parcours, d'orientation, de formation et d'insertion dans l'emploi, illustrant le fait qu'on martèle tel un mantra qu'en fait, il n'y a pas une seule façon d'accéder
à un métier. Il y a une diversité de formations qui aboutissent à une palette de métiers. Et on travaille aussi avec le Monde Campus, hein, qui est donc un volet du journal Le Monde. On travaille avec Emmanuel Davidenkoff, il y a un partenariat national avec l'ONICEP et le Monde Campus, et on interviewe en fait des personnalités. Moi, j'ai pu rencontrer une vice-championne olympique de pentathlon, Élodie Clouvel. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec beaucoup de sincérité, ces personnalités évoquent des moments un peu délicats dans leur parcours de formation et d'insertion professionnelle et expliquent comment, à partir d'échecs relatifs, ils arrivent à rebondir et à transformer l'essai. Donc, c'est une collection, moi je l'appelle un peu des serrures et des clés pour l'orientation. C'est-à-dire par moment, on est confronté à une porte qui se ferme et quelles clés on actionne pour faire sauter le verrou et continuer son parcours. Et donc, Emmanuel Davidenkoff répète souvent qu'un de ses objectifs, c'est de contribuer à diminuer l'angoisse des parents face à Parcoursup, en montrant que tout ne se joue pas. Voilà, c'est une étape importante, mais tout ne se joue pas et qu'on peut aussi tirer leçon de certains échecs relatifs et pouvoir rebondir. En tout cas, la dimension parcours et incarnation d'un parcours, elle est déterminante parce que ça marque les esprits, si vous voulez. Et à partir de là, on monte en généralité et les enseignants en classe peuvent travailler sur ces frises chronologiques des personnes pour travailler avec leurs élèves sur les grands enseignements à tirer en matière de justement quelles compétences développer en termes de persévérance, etc. Une capacité à rebondir, à redéfinir son projet, etc. Voilà, moi je voudrais peut-être faire ensuite, donc concernant la présentation de Michel sur l'IEP, dire que vraiment je trouve que cette initiative est extrêmement intéressante, hein, d'accompagner sur plusieurs années les élèves à battre en brèche leur représentation sur un certain nombre de métiers. On se rend bien compte que c'est un processus qui est continu, qui est exigeant, où il y a nécessité de s'immerger et d'aller se frotter à la réalité des métiers. Donc ça, c'est très, très intéressant. En même temps, on se doute que la plupart des établissements d'enseignement supérieur se posent cette question et mettent en place sans doute des actions un peu similaires. On avait une question tout à l'heure, quelqu'un qui se demandait si ça existait dans d'autres IEP. Alors, on n'a pas la réponse ce soir. L'IEP de Lyon a développé ça en parfaite autonomie. Par contre, c'est vrai que, est-ce que vous-même, vous avez des échos d'autres initiatives dans d'autres établissements supérieurs? Oui, c'est-à-dire que cette logique de module, construction du projet professionnel, maintenant, plus ça va, plus c'est intégré dans le cursus, en fait. Hein. Voilà, avec l'idée de dire profitons des stages pour, au fond, sortir d'une logique de je prends le stage que je trouve à je me définis à, par exemple, un projet d'insertion à court terme. Et en fonction du premier poste qu'on vise sur le monde du travail, on choisit son stage de façon à poser des jalons et qu'il y ait une logique dans le CV, si vous voulez. Alors, moi, je voulais terminer, Mathieu, sur un point, sur cette notion de compétence, de capacité à savoir devenir. En fait, on travaille en ce moment à l'ONICEP, et ça va être le cas sur plusieurs années, sur ce qu'on appelle les compétences douces, là, vous savez, les soft skills, les compétences comportementales, transversales. En gros, l'idée, c'est de dire un jeune en activité extrascolaire. Donc là, on est en dehors de l'école. Un jeune en activité extrascolaire peut être dans une association sportive, par exemple, faire du sport collectif, ou avoir des activités artistiques, par exemple, faire de la musique dans un ensemble orchestral, ou encore avoir une forme d'engagement citoyen, travailler au SAMU social ou que sais-je. Donc, l'idée, c'est qu'à l'ONICEP, et c'est impulsé par notre directrice générale, Frédérique Alexandre Bailly, elle souhaite qu'il y ait un adossement à la recherche pour qu'on travaille sur quelles sont les compétences qu'un jeune développe dans ses activités extrascolaires, et comment ces compétences peuvent être identifiées, validées, reconnues, et comment on essaie de voir comment elles impactent le projet professionnel. Je vous donne un seul exemple. Un jeune qui, à Lyon, par exemple, il y a un dispositif formidable qui s'appelle l'Orchestre des jeunes à l'Auditorium de Lyon et qui permet à des jeunes d'être coachés par des musiciens de l'Orchestre national de Lyon et de faire une série de concerts dans la région. Des jeunes qui ont participé à ça, soit sont devenus musiciens professionnels, il y en a quelques-uns, pas beaucoup,
Et puis, il y en a d'autres qui ont utilisé leur pratique d'ensemble en le transposant, par exemple, sur un chantier du BTP, où un jeune disait avoir une expérience de musicien d'orchestre, ben, ça m'aide à trouver ma place sur un chantier du bâtiment. Alors, vous voyez, le lien n'est pas immédiat, mais en fait, il y a un vrai transfert et cette compétence à savoir maîtriser sa compétence, mais la coordonner avec des compétences différentes d'un autre. Il y a un flûtiste, il y a un clarinettiste, il y a un contrebassiste, comme il y a un plombier, il y a un plâtrier, etc. Et comment on arrive à faire œuvre commune. Alors, c'est exactement là-dessus qu'on veut travailler en disant, voilà, l'ONICEP d'aujourd'hui, c'est ouvrir des pistes, c'est réfléchir sur une autre façon à ce qui peut aider à développer ses compétences, à s'orienter tout au long de la vie, en fait, parce qu'après, on transfère ça et on redéfinit son projet au fur et à mesure voilà, de la vie, soit des aléas, soit de nos envies ou d'évolution du système économique. C'est particulièrement intéressant parce qu'au-delà des représentations de métiers que peuvent avoir nos jeunes et leurs familles, il y a surtout la représentation de soi-même, du milieu dont on vient. Donc il y a des compétences à s'orienter qu'il faut acquérir, mais il y a aussi une connaissance de soi, une représentation de soi à construire. Donc une construction qui peut passer par l'acquisition de ces soft skills, comme vous dites. C'est un travail finalement très global qu'il faut mener avec nos élèves. D'ailleurs, alors, vous pouvez toujours continuer de poser des questions dans le chat, hein. Il nous reste 5 bonnes minutes pour y répondre. On a mis en ligne un certain nombre de liens au fur et à mesure que vous nous donniez des références. Pierre, moi j'avais une question pour Virginie, c'était peut-être de quelle manière vous travaillez avec les professeurs, justement, professeurs principaux de 4e et de 3e, pour mettre en place vos actions en établissement. Quelle est la manière dont vous intervenez dans les classes? Est-ce qu'il y a des séances de travail, de coordination entre vous? Vous partagez des outils? Ah oui, oui. Ça, enfin, pour nous, c'est essentiel de travailler avec les professeurs principaux parce qu'on travaille sur le temps scolaire dans les collèges et parce que alors, on distribue depuis cette année, on étoffe un peu notre offre comment dire, de fascicules, de support pédagogique. Et là, on a un guide qui est sorti à la rentrée qui est assez dense, je dois dire. Et du coup, on a besoin aussi du relais des professeurs parce qu'en atelier, on n'a pas le temps de tout exploiter presque. Sur aussi pas mal ces soft skills et tout ce que les élèves peuvent déployer et apprendre autour de ce stage de 3e, qui est quand même une bénédiction, moi je trouve, pour eux. Hein. Quand même un moment de découvrir beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, on travaille avec les professeurs sur alors, la recherche de stage en elle-même, parce que les professeurs sont notre relais permanent, c'est par les professeurs et les CPE qu'on récupère les conventions, qu'on fait un dialogue avec les professionnels. Sur notre plateforme, les élèves peuvent dialoguer directement avec les professionnels, mais en général, les professeurs eux-mêmes intervenons. Donc, c'est vraiment, on travaille vraiment en collaboration avec eux. Je voulais juste ajouter une chose dont on n'a pas encore parlé et qui est aussi assez importante. Enfin, en tout cas, nous, on insiste beaucoup là-dessus dans le cadre de l'orientation. C'est la notion de réseau professionnel parce que c'est le tout début du réseau pour nous et on le dit assez haut et fort aux élèves qu'on accompagne, c'est qu'en 3e, grâce à ce stage, ils commencent à créer leur réseau professionnel et c'est très important d'en avoir conscience et de l'entretenir. Et nous, on leur dit par exemple, vous pouvez très bien, il faut d'ailleurs, c'est une nécessité de maintenir la relation avec votre tuteur, si ça s'est bien passé, bien sûr, si le feeling est passé. Si c'est quelqu'un d'autre du bureau, ce qui peut arriver aussi. Parfois, moi, j'ai vu des élèves qui n'étaient pas tout à fait raccord avec le métier qu'ils avaient choisi au départ, mais qui avaient découvert pendant leur stage un tout autre métier et qui avaient du coup noué une relation avec un autre pro du même bureau. Et dans ce cas-là, on leur dit, par exemple, au moment de la nouvelle année, au moment je sais pas, n'importe quelle occasion, plutôt les vœux, de mettre un petit message, un petit SMS ou un mail pour garder le lien. On leur dit qu'ensuite, c'est très important, c'est une des premières personnes, une des premières pierres de leur réseau à qui ils pourront faire appel pour, par exemple, relire un CV, trouver un autre stage. Nous, on a des élèves, du coup, on a maintenant 6 ans de recul, donc on a des élèves qui nous demandent des stages. Il y en a un qui est à l'IEP
et qui est à Sciences Po, qui est au Havre, donc ils demandent pour des stages dans l'enseignement supérieur des coups de pouce, et on leur donne, bien sûr. Donc ça, c'est très important pour nous de continuer ensuite de faire une sorte de mentorat après la classe de troisième et de rester en lien, et qu'ils sachent que, alors, commencer un réseau professionnel en troisième, c'est très tôt, mais c'est beaucoup mieux. Enfin, d'en avoir conscience et de le commencer, pour nous, c'est une richesse. Une toute petite anecdote que j'avais envie de partager. J'ai participé à l'anniversaire des 1 an de l'antenne de Viens voir mon taf à Lyon. Et il y avait effectivement en réel une situation de vivre un moment de réseautage entre des jeunes accompagnés par l'association et puis des professionnels qui étaient mobilisés. Et il y avait eu un atelier pour préparer sa carte de visite et s'autoriser en fait à aller solliciter le contact d'une personne dont on pourrait avoir envie d'en apprendre plus. Et c'est en fait un geste qui, pour nous, adultes, est assez courant, commun, et sans trop de difficultés. Et le fait de les avoir équipés physiquement d'un outil qui les autorisait à aller voir un adulte et donc à échanger, il y a ce troc de contact qui se fait. C'était un moment qui était... Voilà, qui était très fort. Je n'y avais jamais pensé, mais on ne leur met pas toujours les outils dans les mains auxquels on s'accroche pour justement faciliter à entretenir notre réseau. Est-ce que je peux rajouter juste une chose? Quand Virginie, vous évoquiez l'importance de construire son réseau très tôt, il me semble que le corollaire à ça, c'est la capacité à capitaliser et à formaliser la construction progressive de son projet d'orientation. Et donc, à l'ONICEP, on a des outils comme ça, une plateforme qui s'appelle Folios et qui va être complètement revue. Et donc, on travaille en ce moment sur un portfolio de compétences qui fera le lien entre l'enseignement secondaire et ensuite il y aura un lien vers le portfolio de compétences de l'enseignement supérieur avec la possibilité de déposer un CV, mais un CV étoffé, des rapports de stage, de déposer ses diplômes, etc. Et si vous voulez, au fur et à mesure des années, de conserver une trace des stages qu'on a fait, des expériences, et on capitalise, et ça, c'est conservé. Donc ça, c'est un énorme projet qui va nous prendre aussi plusieurs années. On a déjà des outils, je vous dis, comme Folios, qui sont opérationnels, mais qu'on souhaite faire évoluer pour que ça soit aussi intégré dans les espaces numériques de travail des établissements, etc., avec une possibilité, un peu comme la logique de portage du compte personnel de formation, si vous voulez. C'est un outillage qui va suivre l'individu, qu'il soit au départ scolarisé, élève, puis étudiant, puis jeune salarié, etc. Donc, il y a des liens, c'est une approche interministérielle avec l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, mais aussi le ministère du Travail pour les demandeurs d'emploi. Oui, alors c'est vrai qu'on a une remarque de Céline à laquelle on ne peut que souscrire. C'est vrai que la réalité de terrain, même si le stage de troisième est une bénédiction, comme tu disais Virginie, la première difficulté qu'on peut avoir, c'est effectivement le manque de disponibilité des professionnels, ce qui confirme la nécessité d'organiser les choses, de construire un réseau disponible pour les élèves. Ces élèves doivent, leur premier contact professionnel doit se faire dans un réseau déjà structuré avec des professionnels bienveillants capables de les accueillir, d'où la nécessité pour les adultes de s'organiser, de proposer des outils opérationnels, clairs, disponibles pour que les jeunes ne soient pas découragés par un foisonnement de champs professionnels et un premier contact parfois abrupt qui est, c'est vrai, encore, il faut bien le dire, une réalité pour beaucoup d'élèves de troisième qui peinent parfois à trouver un stage. Mais on sait aussi que c'est grâce au travail de terrain et à la structuration des réseaux localement qu'on parvient à résoudre les choses. Oui, absolument. Alors, juste pour rebondir ce que vous disiez à l'instant, effectivement, on a besoin d'un accueil bienveillant, mais aussi de professionnels formés avant l'accueil.
on propose des ressources et on accompagne les professionnels qui, pour certains, sont très au fait des enjeux, en particulier des élèves qui viennent de collège REP et REP+, qui sont parfois loin de tel ou tel métier, enfin, qui n'en ont jamais entendu parler, donc qui vont tout découvrir de A à Z. Et donc, on propose un accompagnement. Et c'est intéressant aussi de faire monter en compétence sur ces sujets-là précisément certains professionnels pour qu'ils comprennent aussi les enjeux. Pourquoi est-ce que accueillir des élèves qui ne sont pas des fils ou filles de collaborateurs, ça peut vraiment faire basculer un destin et en quoi ça leur apporte beaucoup finalement. Et donc, comment il faut, par exemple, si je vous donne un exemple très concret, certains pros qui s'inscrivent au départ ont envie, proposent des entretiens d'embauche aux élèves de troisième. Donc on leur dit pas du tout, en fait, c'est pas du tout ça l'idée. Ce sont des stages d'observation de troisième, donc on aimerait bien sûr qu'ils participent et qu'ils découvrent le métier d'assez près, mais il n'est pas question du tout de leur faire des entretiens d'embauche et de les traiter comme des candidats. Voilà, il y a toute une formation aussi, un accompagnement à mettre en place. Moi, je voulais juste dire que quand on évoque cette fameuse ces capacités, ces compétences à s'orienter, on évoque aussi la capacité à savoir devenir, c'est-à-dire voilà, savoir s'adapter, que ça soit s'adapter à nos propres goûts, à nos propres aspirations qui peuvent évoluer. Enfin, je veux dire, les aspirations d'un jeune de 18 ans et du même jeune à 23-24, elles peuvent être quand même très différentes, ou capacité à s'adapter à un contexte économique mouvant, voilà. Et donc, on est en plein existentialisme quand même. Et une petite citation de Camus, et j'en resterai là, « Être différent signifie que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même ». Et donc, voilà, mon ambition, c'est de contribuer humblement à un service public de l'orientation de qualité qui permette à chacun de cultiver sa différence, mais dans le bon sens du terme. Merci Pierre pour ce mot. Je pense que ça pourra être le mot de la fin. Je demande conclusion. Il est 19h. Nous tous, c'est le moment donc de vous remercier. Merci de nous avoir accordé ce temps. On va lancer cette discussion sur un très vaste sujet. Moi, je vous le dis tout de suite, ça me donne envie d'aller plus loin, de continuer la discussion. Et je pense qu'on aura d'autres occasions peut-être de se revoir et de relancer la discussion sur ces soft skills, sur la nécessité d'une approche de l'orientation, pourquoi pas en construction de réseaux. Chaque jeune aujourd'hui a son réseau social, pourquoi pas son réseau social professionnel. Il y a encore des pistes à creuser tous ensemble. Angélique, merci pour l'organisation de ce soir. On rappelle que c'est Décodons l'école, c'est un partenariat entre la mission innovation de l'Académie Lyon, la CARDI, et puis la Maison de l'Apprendre, et qu'on a de prochains rendez-vous programmés très bientôt. On se reverra, alors c'est l'année prochaine, le 5 janvier 2022. Le prochain temps, cette fois, on parlera d'un autre sujet macro de l'éducation nationale, ce sera la santé. Avec d'autres témoignages, d'autres invités. Et puis après, ce sera le Festival de l'Apprendre, Angélique. On fera un temps au cœur du festival. Si tu peux ouvrir ton micro, peut-être. Je crois qu'il est ouvert, vous m'entendez ? C'est bon. Ouais, c'est bon. Je voulais pas t'interrompre. Donc effectivement, j'en profite pour dire un tout petit mot du Festival de l'Apprendre qui va se tenir à Lyon et en distanciel, enfin en présentiel à Lyon, mais aussi en distanciel parce que ça nous a été très fortement demandé du 24 au 31 janvier prochain. On aura effectivement un temps spécifique Décodons l'école sur la thématique de la citoyenneté, certainement le mercredi 26 janvier, de façon à ce que les enseignants et les acteurs associatifs puissent être disponibles à ce moment-là. Et ça va être la minute d'autopromotion, mais il est encore possible de participer à le partage d'idées d'intervention pendant le Festival de l'Apprendre. Donc, si les structures, alors c'est aussi vrai pour les structures associatives que pour les enseignants, des chefs d'établissement qui souhaitent faire connaître des projets auxquels ils participent et qu'ils ont impulsés, le fichier est toujours accessible pour proposer une intervention. Et donc, c'est sur le site du festivaldelapprendre.fr. L'année dernière, il y avait 150 structures qui étaient présentes.
on ne peut pas faire moins cette année. Donc, c'est vraiment une invitation à la mobilisation pour fêter ensemble ce qu'on apprend, ce qu'on transmet et de se dire qu'apprendre, ça peut être une fête aussi. Donc, merci à chacune et à chacun d'entre vous. Merci à nos 3 intervenants pour votre temps et la confiance que vous nous accordez aussi dans le partage de votre expérience. C'est précieux de pouvoir apprendre les uns des autres. Merci évidemment à Laura et Mathieu pour être toujours d'aussi bons complices sur l'organisation de ces sessions. Vous recevrez le replay de cette session et puis on vous dit rendez-vous en 2022. Merci.